Donc, je vous ai proposé un titre un peu provocateur. L'identité nationale allemande se trouverait-elle au fond d'un tiroir-caisse, d'une tirelire? Voilà, donc effectivement, vous rentrez tout de suite dans l'ambiance que je tiens à vous présenter. D'abord, ici pour mémoire, pour histoire, rappelez que au moment où en 1789, la grande nation créée par la Révolution française se constitue et s'affirme, mais où on prétend que depuis au moins Bouvines, la nation française existe, la nation allemande n'existe pas. En 1789, on compte plus de 300 et quelques structures totalement émiettées, le seul facteur d'unification étant le Saint-Empire romain germanique, mais qui mélange un peu des torchons et des serviettes. Alors, je n'ai pas voulu remonter aussi loin, puisque Napoléon avait essayé de réorganiser tout ça, de restructurer l'Allemagne en faisant 65 morceaux, mais je suis revenu sur cette période de la structure de l'Allemagne entre le Congrès de Vienne, 1815, la défaite définitive de Napoléon, et la formation du Deuxième Reich, la victoire des troupes de Bismarck sur l'ensemble de la France et du coup l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Alors on y voit de très gros morceaux, en particulier ce clivage qui existe entre le Nord, le Brun, qui est le domaine du royaume de Prusse, mais dont une partie, vous le voyez, en marron plus clair, est au-delà des limites du Saint-Empire romain germanique. Donc c'est quelque chose qui appartient au royaume de Prusse, mais qui n'est pas dans l'ensemble du système de la Confédération germanique. Le deuxième gros morceau, c'est ce qui est en violet, évidemment, ce qui dépend de l'Empire d'Autriche, qui a été subdivisé au milieu du XIXe siècle avec la reconnaissance de la Hongrie comme un royaume autonome, donc en fait non allemand, et puis quelques gros morceaux, comme en particulier le royaume de Bavière, qui s'individualise dans cet ensemble. Donc vous le voyez, quelque chose qui est très émietté, ou comme l'a dit M. Brenner ce matin, il n'y a bien qu'une langue allemande, la langue de Luther, mais il y a des tas de dialectes et globalement, à l'intérieur de cet espace fragmenté, l'existence de ces dialectes fait que l'émergence d'une identité nationale allemande a eu beaucoup de mal à naître. Elle s'est retrouvée sur la culture, en particulier la culture religieuse, mais pas, comme en France, sur l'aspect politique de la création de la grande nation qui s'affirme à partir, disons, du pouvoir absolu de Louis XIV. Donc, quelque chose dont il faut garder la mémoire pour bien comprendre les problèmes que vont affronter l'Allemagne dans la suite. Deuxième étape que je voulais indiquer, c'est tous les Allemands en Allemagne. Alors, ça, Kurt en a parlé ce matin, et je le reprends peut-être un peu plus rapidement, c'est le fait que à la suite de la victoire, entre guillemets, de la Grande Alliance, l'URSS a obtenu le déplacement de la Pologne vers l'Est sur à peu près vers l'Ouest sur à peu près 300 km. Ce qui veut dire que, du coup, des terres qui étaient des terres peuplées d'Allemands, la Prusse orientale, la Poméranie, etc., se sont retrouvées intégrées dans le nouveau territoire de la Pologne, et que les anciens territoires polonais, au-delà de la ligne Curzon, qui avait été dessinée comme frontière qu'on aurait pu retenir en 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale, se sont retrouvés attribués à la Russie. D'où un énorme déplacement de population. D'abord, avant la fin de la guerre, pour à peu près 7 millions et demi d'Allemands de ces territoires qui fuient devant l'avancée de l'armée rouge. Et donc qui essayent d'aller le plus à l'ouest possible pour essayer de se trouver une zone de sécurité. Deuxième élément, après 1945, l'ensemble de la Mitteleuropa, où il y avait une population allemande installée là depuis quelquefois très longtemps,
ont été rapatriés en Allemagne avec cette idée, pour avoir la paix, il ne faut plus qu'un dirigeant allemand nous fasse le coup des Sudètes. Comment vous avez une population allemande que vous martyrisez, etc. Il faut qu'on récupère ces territoires. L'idée, c'est on met tous les Allemands dans le même récipient, qui sera l'Allemagne, et à partir de là, on est tranquille. Donc encore 5 millions de déplacés depuis la Hongrie, depuis les anciens territoires de la Pologne, de la Roumanie, etc., de la Tchéquie, donc, pour les ramener sur l'ensemble de l'Allemagne. Donc au total, c'est un minimum de 12 à 13 millions de personnes qui bougent en l'espace de 2 ans. C'est le plus fort mouvement migratoire qui affecte l'Europe de toute l'histoire à partir de la période fin médiévale, la période de la Renaissance. Donc un mouvement absolument considérable et qui va avoir un effet entre guillemets positif. L'Allemagne, pendant la guerre, a perdu 6,5 millions de morts, 3,5 millions de militaires, 3 millions de civils. Mais vous voyez que les trous, entre guillemets, dans cette population vont être largement compensés par cet afflux de population sur le territoire qui est redéfini désormais comme le territoire allemand. Deuxième aspect, c'est après la mort de Staline, début 1953, on va avoir une insurrection qui se développe en RDA, en particulier autour d'une question d'augmentation de salaire. Alors, les salaires ne sont pas diminués, mais on demande aux travailleurs d'augmenter de 10% leur rendement et le temps passé au travail. L'insurrection se développe, elle est violente, la répression est tout aussi terrible, dans la mesure où la Russie, l'URSS, n'avait comme dommage de guerre que ce qu'elle pouvait récupérer sur la RDA, puisque les Américains avaient considéré qu'à un moment donné, chacun se débrouillait avec sa zone d'occupation. Évidemment, les Britanniques et les Américains avaient tiré le schmilblick, avec la Ruhr, la vallée du Rhin, etc., et les Soviétiques se retrouvaient avec la portion congrue. Il se trouve qu'en 1953, à la suite des démontages de voies ferrées pour les transférer en URSS, il restait 40 km de chemin de fer dans tout l'espace de la RDA. Donc la répression est violente et du coup, 3 millions d'Allemands qui étaient à l'Est vont passer en direction de l'Ouest. D'où, à un moment donné, à travers la perte d'une population jeune, d'une population qualifiée, etc., l'idée de construire le mur de Berlin pour éviter cette hémorragie démographique qui passait par Berlin, puisque Berlin était une structure d'occupation quadripartite. Et donc, si vous voulez, les Allemands de la RDA qui réussissaient à rentrer dans Berlin, Berlin-Ouest, pouvaient ensuite être évacués. Donc, encore 3 millions de personnes qui vont passer de l'Est vers l'Ouest jusqu'en 1961. Et enfin, après l'effondrement du système soviétique, en 1989, la chute du mur de Berlin, 92, la dislocation, la dissolution de l'URSS, on va avoir encore 3 millions à peu près de personnes, en tout cas il y en a aujourd'hui 3 300 000 qui relèvent de ce statut, et qui sont les Aussiedler, les gens qui étaient considérés comme ayant du sang allemand. Et donc ici le principe du sang, plutôt que le principe de territoire comme principe de nationalité, va se retrouver, puisque depuis par exemple Catherine II, qui avait fait venir des Allemands dans la basse vallée de la Volga pour le mettre en valeur, Staline les a déportés au Kazakhstan ou au Turkménistan ou en Ouzbékistan pour avoir la paix et ne pas qu'ils collaborent avec l'avancée des troupes nazies en Allemagne, dans l'ancienne Yougoslavie où tout au long de la frontière, on avait un certain nombre de postes de garnison qui étaient occupés par des mercenaires allemands, en Roumanie aussi, au centre de la Hongrie. Bref, encore 3 millions de personnes qui vont migrer et qui vont être réintégrées. Donc vous voyez que cette population allemande, depuis 1945, se retrouve comme le résultat d'arrivées successives de gens qui, quelquefois, notamment pour les Aussiedler,
ne parlaient pas l'allemand. Ils étaient partis depuis 3 siècles, mais ils avaient la possibilité de faire valoir qu'ils avaient du sang allemand pour pouvoir regagner l'Allemagne, exactement comme les Juifs de l'URSS ont fait valoir qu'ils avaient du sang juif pour pouvoir être rapatriés et directement intégrés à Israël. En conséquence de tous ces mouvements, la question qui se pose, c'est quid de la croissance de la population. Alors, j'ai repris ici quelque chose qui démarre à partir de 1950, première année stabilisée, si vous voulez, et on voit que pendant cette période, jusqu'au début des années 65 et entre 65 et 75, la croissance de la population, la croissance naturelle est importante. On a entre 1 100 000 et 1 400 000 naissances chaque année, pendant que le taux de mortalité que vous avez en bleu progresse effectivement en raison du vieillissement de la population, mais l'excédent naturel est considérable puisque vous avez, si vous voulez, entre quelque chose comme 450 500 000 Allemands de plus par an pendant une période d'une cinquantaine, une période d'un quart de siècle, de 50 à 75. Et puis, on constate qu'à partir de 1965, on va avoir une chute très brutale pendant une dizaine d'années de cette croissance démographique. Un effondrement de la natalité alors que la mortalité est à peu près stabilisée. Du coup, à partir des début des années 70, la croissance naturelle de l'Allemagne n'est plus assurée. La croissance de la population allemande depuis maintenant une cinquantaine d'années, le début des années 70, est uniquement assurée par un croît migratoire, dans la mesure où la natalité s'est effondrée. On a retrouvé à peu près un début d'équilibre au moment de 90, 89, 90, avec cette natalité qui était partie à la remontée à partir de 75, mais ensuite l'effondrement se poursuit très rapidement, et à l'heure actuelle, donc, on est dans une situation où l'augmentation de la population allemande dépend de l'immigration. Cette immigration est structurelle. Alors, d'après les données que j'ai pu retrouver, qui précisent un peu ce que Claude Brenner vous a dit ce matin, il y a à l'heure actuelle presque 23 millions de personnes qui vivent en Allemagne qui sont issues de la migration. 23 millions, c'est à rapporter aux 84 millions d'Allemands qu'il y a. Donc, si vous voulez, on est dans quelque chose où à peu près un quart de la population de l'ensemble de l'Allemagne est une population issue de l'immigration. Alors, parmi elles, c'est tout mélangé. Dans la statistique que j'ai trouvée, des Satis, c'est le mélange entre les migrants, migrantes, étrangers ou étrangères, ceux nés en Allemagne, les personnes dont l'un des parents est migrant et resté étranger. En gros, si vous voulez, on a quelque chose qui a un poids considérable de cette population. Sur cet ensemble de 22,7 millions, il y en a pas tout à fait 11 millions qui sont des résidents qui ont un passeport étranger, qui ne sont pas considérés comme allemands. Donc 84 millions théoriquement d'habitants sur le territoire de l'Allemagne, mais 11 millions qui ne sont pas considérés comme allemands puisque détenteurs d'un passeport étranger. En conséquence, on a 11,8 millions de personnes qui sont issues de la migration, qui, elles, ont un passeport allemand. Et ce passeport allemand, pour la moitié d'entre elles, c'est-à-dire au moins 6 millions, je n'ai pas trouvé de chiffre plus précis que cette formule vague, plus de 6,2 millions, qui sont des gens qui possèdent la nationalité allemande depuis leur naissance, c'est-à-dire qu'ils ont acquis la nationalité par naissance. Alors, ce problème est quelque chose de différent puisque le droit du sang valait jusqu'à récemment. Une portion de droit du sol a commencé à être incorporée à la législation allemande, mais avec des contraintes très fortes, être né d'un père allemand, ayant résidé
pendant au moins 8 ans sur le territoire quand il était migrant, n'ayant pas de casier judiciaire, etc. Donc quelque chose qui restreignait considérablement l'acquisition de la nationalité allemande. À l'heure actuelle, c'est en train de changer depuis 2015. Donc je n'ai pas retrouvé, parce que c'est encore, me disait M. Brenner ce matin, c'est encore en discussion à l'heure actuelle. On va chercher à augmenter l'attribution de la nationalité allemande avec des migrants à partir du moment où ils peuvent faire la preuve d'une résidence d'au moins 3 ans, donc on est passé de 8 à au moins à 3, mais avec plus d'obligation, par exemple, de parler la langue allemande. Pour un certain nombre de métiers considérés comme des métiers en tension, des gens peuvent demander à devenir résidents en Allemagne et ils sont simplement incités à apprendre très vite l'allemand pour pouvoir rester et durer sur le territoire. Mais ça ne leur octroie pas d'entrée de jeu un passeport allemand. Il faudra qu'ils fassent leur preuve de leur utilité, etc. Donc vous le voyez, un système de nationalité qui est en train de changer à l'heure actuelle et qui donne des débats extrêmement intenses, d'après ce que me disait M. Brenner, au Parlement pour savoir comment on va régler ce problème de l'accueil de l'immigration. On change, après ces problèmes de population, revoir un peu cette Allemagne de ce qu'elle est. Alors nous, fiers Gaulois, on descend des Gaulois depuis déjà 2 millénaires, on sait qui on est. Cette Allemagne, c'est un bébé américain. Je m'explique. À partir d'avril 1948, la guerre froide a commencé depuis 1 an, en 1947, et les États-Unis ont proposé pour la reconstruction de l'Europe le plan Marshall. Ils se sont débrouillés, ça on le sait à travers les mémoires de Kennan, pour que les conditions d'octroi du plan Marshall soient refusées par l'URSS, qui avait bien besoin d'une aide pour sa reconstruction. C'est un pays complètement ravagé sur toute sa moitié ouest, depuis le méridien Moscou, Leningrad, Stalingrad, tout ce qu'il y a à l'ouest s'est dévasté, etc. Mais on ne tient pas à assurer leur reconstruction. Conséquence, on va avoir cette aide Marshall qui va être attribuée non pas à des États, à des pays, mais à un ensemble qui va être le gestionnaire des fonds reçus par le plan Marshall. Alors c'est une mode à l'heure actuelle de dire quand il y a un problème quelque part, on va faire un plan Marshall pour l'Ukraine, on va faire un plan Marshall pour les Balkans. C'est une stupidité totale. Parce que la clause même du plan Marshall s'élabore dans un système où il n'y a qu'un vendeur possible, ce sont les États-Unis. Donc tout l'argent qui va être injecté par le plan Marshall dans l'ensemble des pays européens va servir à acheter du matériel aux États-Unis. Les dollars vont donc faire ce circuit, partent des États-Unis, arrivent en Europe, repartent en direction des États-Unis. Évidemment, ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on va avoir des fonds publics et ça revient pour les fermiers qui peuvent vendre leurs grains, pour les industriels qui peuvent vendre leurs machines, etc. Donc ce plan Marshall, loin d'être une solution miracle dont on parle en permanence à l'heure actuelle dès qu'on a un souci, c'est quelque chose qui est tout à fait conjoncturel et qui n'a pas de possibilité d'être répliqué, puisque si on attribue par exemple des fonds à des pays africains à l'heure actuelle, au titre de l'aide et de la coopération, ils peuvent parfaitement essayer de trouver un fournisseur ailleurs qu'en Europe, en Chine, en Russie, au Brésil ou ailleurs. Donc quelque chose ici qui est complètement spécifique et particulier. Et pour arriver à faire fonctionner cela, il va y avoir la constitution de la trizone. Alors la trizone, c'est quelque chose qui est la conséquence du blocus de Berlin.
Quand Staline se rend compte qu'il n'y aura pas d'accès aux ressources de la Ruhr, aux ressources de l'Ouest pour assurer sa reconstruction, il décide, puisque c'est comme ça, il n'y a pas de raison de maintenir un statut particulier pour Berlin. Il en organise le blocus. Le blocus est battu par un pont aérien considérable. On transporte même du charbon par avion, vous imaginez. Et en conséquence, on va avoir l'incitation par les Américains à dire « Bon, mais écoutez, c'est bien gentil, il y a 3 zones d'occupation à l'ouest. La France a fini par en avoir une, alors qu'elle ne devait pas, les Américains. Pour eux, la France, c'est quantité négligeable, ça n'a aucun intérêt. C'est Churchill et Staline qui ont surtout tenu. Donc on a amputé un peu la zone allemande, la zone américaine, un peu la zone anglaise, pour faire une place à la France. Et la France va résister quand les Américains vont dire bon, on fait la bisonne, on réunit nos deux domaines, la partie américaine, la partie anglaise pour en faire une seule unité. Les Français se cramponnent en disant non, non, on veut nous garder notre zone d'occupation. Ils ne nous ont pas payé les réparations de 14-18, on ne va pas se faire piéger encore après 1945. Finalement, la pression américaine est suffisamment forte pour que la France finisse par accepter la constitution de la trizone. Et c'est sur cette trizone qu'en mai 1949 va être constituée la République fédérale allemande avec l'adoption, et ça c'est important, de la loi fondamentale, qui n'est pas véritablement une constitution, puisque le pays en tant que tel n'est pas encore l'Allemagne, il n'y a pas de réunification, ce sont des zones d'occupation qui sont transformées en une république fédérale, mais où finalement, dans cette optique, il faut quand même la gérer d'une certaine façon fédérale, on l'a dit, ça c'est quelque chose d'important. Par rapport à la carte que vous avez vue tout à l'heure, c'est prendre en compte toute la diversité qu'il y avait des structures étatiques de l'Allemagne pré-Reich, y compris Troisième Reich. En mai 1952, le régime d'occupation est levé. L'Allemagne est considérée comme un partenaire désormais de l'ensemble européen. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de troupes, mais qu'elle reste avec un statut particulier. Les États-Unis obtiennent, et pour partie quelques-unes des bases anglaises, comme un statut qui donnera lieu à paiement d'une indemnité pour la location des bases qui sont conservées là-dedans. La France obtient quand même un bonbon de rechange en gardant la maîtrise de la Sarre pendant encore quelques années jusqu'en 1957, où là le référendum sera sans appel, les Sarrois décident de se réassocier à l'ensemble allemand. Donc un pays, si vous voulez, qui devient un pays de pleine souveraineté en 1954. Et cette pleine souveraineté, elle est en particulier liée à la constitution de la Bundeswehr avec la création de cette armée allemande. Je vous rappelle que lorsque très tôt, à travers notamment à partir de 1949, quand on découvre que les soviétiques ont la bombe à hydrogène, la bombe H, la crainte d'une catastrophe est portée aussi par le déclenchement de la guerre de Corée, et que l'idée, c'est qu'il faut désormais un pôle puissant en Europe si on ne veut pas subir les affres d'une conquête par les Russes. Et en conséquence, il s'agit de reconstituer une armée allemande, parce que pour les Américains, les Français sont bien gentils, mais ils n'ont pas servi à grand-chose pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont pris la raclée en 6 semaines en 40, donc on ne peut pas compter sur eux. Ils sont pris dans les guerres coloniales. Les Britanniques sont en train de finir de gérer l'indépendance de l'Inde, ont la crise de Malaisie sur le dos. Bref, la seule force sur laquelle on puisse compter, et ils savent se battre, et ils se sont battus contre les Soviétiques, c'est les Allemands. Et on rejoint ici quelque chose qui a été à un moment donné dans l'idée de Patton, qui est vers la fin de la guerre, de dire bon, tant qu'on avance finalement très, très vite, autant faire un renversement d'alliance
on s'allie avec ce qui reste de l'armée allemande et on fonce sur les soviétiques. Patton est relevé de son commandement, évidemment, vite fait, bien fait, par Eisenhower, mais enfin, le fait même qu'il y ait eu cette idée au sein de l'armée américaine montre que à partir de 45, à partir de 49, l'idée que seule une armée allemande est capable de tenir le front face à l'Union soviétique et à son expansion dans les pays de la Mitteleuropa est quelque chose qui est important. Mais évidemment, pour dissoudre tout ça, on le met au sein de l'OTAN et on a un commandement intégré malgré les protestations de la France. Je vous rappelle que la création de la CED, qui avait été proposée à un moment donné au gouvernement français, va être rejetée par l'alliance entre les communistes et les gaullistes. Donc, on va se retrouver dans cette situation qui justifie un peu le titre que je vous ai proposé, qui est que, avant même d'avoir un État, les Allemands ont eu une monnaie. En juin 1948, on a une réforme monétaire qui est imposée par les Américains, par Julius Clay, qui en est le promoteur, et où l'exécutant est Ludwig Erhard sur le territoire allemand. L'idée est de supprimer complètement l'ancien Reichsmark et de le remplacer par une nouvelle monnaie, le Deutschmark, dont les billets ont été imprimés aux États-Unis, et de mettre ça en place très vite. Avec l'idée, on va liquider l'inflation qui existait dans le système du Reichsmark. Comment cela? C'est que pour arriver à financer son économie de guerre, Hitler, à partir de la crise de 29, se retrouve dans une situation complètement isolée. Il n'a plus de réserve de devises et il va mettre en place un système de financement de l'économie allemande par les effets MEFO, c'est-à-dire des titres que l'on vous distribue, qui peuvent être monétisés ultérieurement, mais qui engendrent en quelque sorte une cavalerie financière. On n'a pas de sous, on le paye avec du papier-monnaie. Le problème, c'est qu'à un moment donné, pour préparer cette guerre, les effets MEFO, c'est bien gentil, mais il faut des matières premières, il faut les importer. Les pays veulent bien recevoir des effets s'ils investissent dans le pays, mais sinon, ils tiennent à toucher des devises. Ce qui va sauver les nazis, c'est l'Anschluss et la récupération des fonds de la Banque d'Autriche, notamment le stock d'or, qui redonne en quelque sorte une bouffée d'oxygène à l'Allemagne à partir de là. Donc, si vous voulez, on se retrouve à la fin de la guerre avec une inflation de Reichsmark qui fait que la politique qui va être adoptée par les Américains, c'est de dire, bon, cette monnaie n'a plus cours, on la remplace. Les 40 premiers Reichsmark que vous allez présenter vous seront échangés sur la base 1 pour 1. Un Reichsmark, on vous donne un Deutschmark. Mais au-delà de ces 40 Reichsmark, ça sera dans la proportion de 10 pour 1. Donc ça va être une façon de purger l'inflation qui régnait sur le Reichsmark, de purger éventuellement tous les bénéfices accumulés pendant le marché noir, etc. Donc on va se retrouver avec une création monétaire qui va finir par être un véritable succès. Et le paradoxe, c'est que Ludwig Erhard va être considéré comme le père du miracle allemand. Et on va y revenir un peu plus tard. C'est que, à travers cette opération réussie d'échange des monnaies, le Deutschmark retrouve très rapidement la quotité de change qu'il avait avec le dollar en 1914, c'est-à-dire avec le mark or qui existait en 1914. Et du coup, dès 1950, on se retrouve avec cette parité. En définitive, ce qu'il est important de retenir quand on vous dit « Ah oui, mais alors, on ne peut pas désavantager les prêteurs, la faillite, c'est la ruine de la réputation, etc. » Je vous rappelle simplement que du coup, en l'espace d'un demi-siècle, l'Allemagne a provoqué 3 faillites. La purge
de 1923, la purge de 1929, la purge de 1945. Donc quelque chose, si vous voulez, où à chaque fois on a passé ça à perte et profit. Alors on pourrait considérer que effectivement il y a quelque chose qui a été un miracle économique. En réalité, à y regarder de plus près, ce miracle économique est en partie lié au fait que les Américains n'ont pas besoin de réparation allemande. Leur territoire n'a pas été affecté. Donc, en conséquence, ils vont bloquer toute possibilité de récupération des biens, services qu'on pouvait récupérer. Ils s'en sont servis pour récupérer des brevets. Il y a eu effectivement des démontages ou des choses qui ont été au bénéfice de la France, au bénéfice de la Yougoslavie, au bénéfice de l'Italie, mais quelque chose de très réduit, puisque une des clauses qu'ont imposées les Américains, c'est à partir du moment où vous acceptez le plan Marshall, vous renoncez à faire valoir vos droits à des réparations. Sinon, pas de plan Marshall. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui encore l'objet d'un contentieux entre la Grèce et l'Allemagne à l'heure actuelle. Les Grecs disant oui, mais c'est pas nous qui avons choisi pour le plan Marshall. C'est en fait la monarchie qui était sous occupation britannique. Donc nous, on veut que l'Allemagne nous paie les réparations pour les destructions. Et les Allemands répondent mais non, vous avez bénéficié du plan Marshall. La clause sine qua non par les États-Unis, c'était si vous acceptez le plan Marshall, vous renoncez aux réparations, donc on ne vous doit rien. Donc quelque chose, si vous voulez, qui fait passer une éponge sur une dette qui aurait pu être colossale. Et la conséquence, c'est qu'entre les financements que va recevoir l'Allemagne en tant que, je dis bien, pivot d'une défense européenne anti-soviétique, la fin des réparations à partir de ce plan Marshall et le loyer qu'elle va encaisser pour les bases américaines et accessoirement britanniques sur son territoire, elle a des sources de financement qui sont extrêmement importantes en devises et pas en monnaie nationale, mais en devises, qui vont lui permettre effectivement d'aborder cette phase de relance économique extraordinairement rapide et qui a pu être ici qualifiée de miracle. Alors, c'est finalement quelque chose qui a été attribué à Ludwig Erhard, le père du miracle allemand. On va voir que c'est plus compliqué que ça. Dans la mesure où ce qui est au cœur de cette reconstruction, et ça reprend tout à fait ce qu'a dit Kurt Brenner, à partir de l'État central, un État central pauvre et faible par rapport au pouvoir des lenders, c'est le fait d'avoir utilisé une doctrine qui est l'ordolibéralisme. Alors c'est une doctrine économique qui va naître au début des années 30 en Allemagne et qui cherche à se démarquer des deux pôles qui apparaissent répulsifs à ce moment-là. D'abord, le modèle soviétique avec une planification, un pouvoir centralisé, une autorité qui conduit la totalité de l'activité économique, et d'autre part, le capitalisme américain, où la crise de 1929 apparaît comme le désastre total et un échec du libéralisme sauvage du capitalisme américain. Donc l'idée de l'ordolibéralisme, c'est qu'il faut mettre en place quelque chose d'intermédiaire dont on va garder aujourd'hui le nom. Ordolibéralisme, c'est plus très courant en dehors des milieux économiques, mais on parlera d'économie sociale de marché, avec cette idée que à l'intérieur du marché, il est naturellement social. C'est-à-dire que si on laisse le marché se dérouler sans entrave, il aboutit à un équilibrage des ressources, un partage des richesses qui est finalement équitable. C'est ce que j'ai appelé dans la précédente conférence que j'avais faite ici, l'idée du modèle du ruissellement
contre le modèle gravitaire. On verra que, en fait, ça ne sera pas aussi évident que ça. En conséquence, le rôle de l'État est limité. Il doit se contenter de fixer et de faire appliquer une règle majeure qui est celle de la libre concurrence, concurrence libre et non faussée. Et en conséquence, ça revient à dire que tout ce qui, de près ou de loin, est un monopole, est un obstacle à la concurrence libre et non faussée. Elle fausse le monopole, devient quelque chose qui fausse la possibilité de concurrence. Sauf que l'ordolibéralisme est conçu dans le cadre d'une structure fédérale, certes, mais d'un État, d'une population, qui a la possibilité, selon les opportunités économiques, de migrer de telle lande à telle lande, etc., alors que reporter à l'échelle européenne, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Deuxième élément, c'est que l'État ne doit absolument pas intervenir dans la conduite de politiques économiques, qu'elles soient des politiques structurelles, par l'idée du plan, que ce soit des politiques conjoncturelles, il y a une récession, il y a un risque de chômage, on va stimuler l'activité économique. C'est-à-dire ici, toutes les démarches de type keynésienne. Donc Keynes étant effectivement le porteur de cette intervention limitée de l'État, mais d'une intervention régulatrice. L'ordolibéralisme est donc un anti-keynésianisme extrêmement important. Et enfin, dernière fonction de l'État, il doit assurer l'équilibre budgétaire et les finances publiques en luttant contre l'inflation. Alors, on retrouve ici l'obsession allemande. Ils ont vécu la crise de 1923, de l'inflation où on a terminé, où pour un œuf, il fallait compter 10 milliards de marques, où quand j'ai fait le premier échange scolaire que j'ai eu à faire en Sarre, la Bliss, la petite rivière, était franchie par un pont qui était le pont le plus cher de l'Allemagne, m'a-t-on dit. Parce que toute la longueur du tablier du pont sur la petite rivière qu'est la Bliss était la série de nombres, de chiffres qui composaient le prix en Deutschmark juste 3 jours avant la suppression du Deutschmark et du Reichsmark et l'établissement du Rentenmark. Donc voilà, si vous voulez, dans quelle situation. Donc l'inflation, c'est l'angoisse perpétuelle des Allemands. Ils l'ont vécu avec les effets MEFO, ils l'ont vécu à travers l'échange des monnaies en 1948. Et donc là-dedans, l'objectif, c'est en aucune manière ne laisser l'inflation démarrer dans l'économie, et ça, c'est le rôle de l'État. Enfin, pour les conditions de travail et de salaire, ils doivent être librement discutés, négociés entre les partenaires sociaux, patronat et syndicats. Pas question, comme en France, d'avoir des lois qui définissent les congés payés, la durée de la semaine de travail, qui définissent les cotisations obligatoires à partir de 45, etc. Donc là-dedans, c'est l'État, ça ne le regarde pas. C'est les partenaires sociaux qui définissent la durée du travail, le montant du salaire, etc. Je vous rappelle que jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de salaire minimum en place en Allemagne. Et le salaire minimum qui a été mis en place a été en grande partie modifié et amputé par les réformes Hartz qui ont eu lieu à partir de 2003-2005 en Allemagne. Donc, ce qui montre la pérennité de ce modèle allemand de l'ordolibéralisme, c'est que le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur en 2009, donc pour remplacer, après l'échec de la Constitution européenne, le référendum qu'il a rejeté en France, mais aussi aux Pays-Bas, etc., c'est qu'il comporte dans ses objectifs l'économie sociale de marché comme objectif économique majeur de l'Union. Donc, aujourd'hui, ce thème de économie sociale de marché est devenu un des piliers de la détermination du fonctionnement de l'Union européenne.
Alors évidemment, cette Union européenne, elle s'est formée, là je vais passer assez rapidement parce que vous connaissez, par la Communauté économique européenne qui a été créée par le traité de Rome en 1957 pour une entrée effective en 1958 avec 6 partenaires. Le Benelux, la France, l'Italie et l'Allemagne. J'insiste ici sur une idée qui est souvent occultée, qu'on néglige, que dans les pères fondateurs de la CEE, on va retrouver 3 personnes qui sont en fait des gens qui sont issus de l'ancien empire allemand. De Gasperi, mais qui est né dans le 31, c'est-à-dire à un moment donné ou avant la guerre de 14, on est sur un territoire effectivement qui appartient au Saint-Empire romain germanique, qui est dans l'ensemble de la Confédération germanique. On a Schumann, qui est effectivement lorrain, mais dans une Alsace-Lorraine qui était allemande. Évidemment, Konrad Adenauer, qui lui est allemand en totalité, et qui ont un autre caractère, qui est le fait qu'ils sont catholiques. Donc, si vous voulez, cette familiarité de pensée, ils font en particulier des retraites religieuses dans un monastère allemand, Maria Laach, qui est réputé, et où Schumann va se vanter finalement d'avoir piégé les socialistes belges en leur filant comme drapeau de l'Union européenne le drapeau de la Vierge, les 12 étoiles dorées sur un fond bleu. Alors après, aujourd'hui, on s'en défend, on dit non, non, pas du tout, c'est pas comme ça, c'était... En réalité, dans les mémoires de Schumann, il est tout fier en disant ce malheureux socialiste était tellement inculte religieusement qu'il s'en est pas rendu compte et qu'il a trouvé que c'était très beau, puisque par rapport au drapeau américain avec des étoiles, etc., on en mettait 12, mais c'était 2 fois 6, c'était quelque chose d'un nombre pair, c'était quelque chose de très important. Donc voilà, si vous voulez, un peu pour cette CE. Son but est de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans la communauté. Bon, ça, c'est le pétition de principe, ça mange pas de pain. Et l'union douanière va être achevée en 1968. On retrouve cette idée, si on ne bloque pas la circulation, une grande idée du libéralisme, laisser faire, laisser passer, à partir de ce moment-là, les niveaux vont s'équilibrer. Et l'image qui était prise à l'époque était celle de l'écluse. Vous avez sur un fleuve des niveaux d'éclusés avec des bassins hauts, bassins intermédiaires, bassins. Si on ouvre toutes les écluses, le niveau de l'eau s'égalise entre les bassins. Donc c'est cette idée du ruissellement, cette idée de l'égalisation, etc., qui va être mis en place. Et c'est dans ce contexte, donc de la naissance de la CE, que va naître ce qui nous réunit aujourd'hui, le 60e anniversaire du traité de l'Élysée, 1963, mais qui repose sur un malentendu total. Alors, c'est bien en ce sens que ça amorce la réunification. Enfin, on se rend compte qu'il y en a marre de se taper dessus. Ça fait 3 guerres qu'on fait. Il serait peut-être temps qu'on grandisse et qu'on trouve d'autres modes de fonctionnement que de se taper dessus toutes les générations. Mais, dans l'idée de De Gaulle, l'idée de la construction de la CE, c'est quelque chose qui pourrait être piloté par la France. Et il fait valoir que la France dispose de l'arme atomique et que là-dedans, il serait très bien en occupant la place du pilote sur le char et que les Allemands seraient un très bon cheval de trait pour emmener l'ensemble de l'Union européenne. Sauf que ce n'est pas du tout la façon qu'ont les Allemands d'aborder la question. Ils aiment bien la France, on est d'accord pour le rapprochement, mais pas question de prendre un écart avec les États-Unis, parce que l'obsession de De Gaulle, c'est il nous faut trouver une 3e voie, une voie européenne, une voie dégagée de la tutelle américaine. C'est son obsession. Il a été marginalisé par les Américains pendant la guerre, qui lui ont flanqué Giraud dans les pattes au moment du débarquement en Afrique du Nord. Donc quelque chose, si vous voulez, où pour De Gaulle, l'horreur qui le conduira à sortir effectivement de commandement intégré de l'OTAN et à demander la fermeture des bases de l'OTAN en France, c'est ça. Mais pour les Allemands,
La France, elle compte pas. Elle a pris la raclée en 40, mais elle vient de prendre aussi la raclée à l'heure actuelle, en 62. C'est la fin de la guerre d'Algérie. Elle a perdu l'Indochine, elle a perdu la guerre d'Algérie. Il n'est pas question de compter sur le salut allemand, sur l'intervention française. Vaut mieux rester dans les rangs des États-Unis. Donc, si vous voulez, ici, un malentendu qui va durer. De Gaulle faisant le boycott aux élargissements, notamment la candidature anglaise à un moment donné, alors que les Allemands seraient assez favorables à voir entrer de nouveaux partenaires, et en particulier des gens avec qui ils pourraient et auraient intérêt à nouer des relations économiques importantes. En conséquence, on va avoir toute une série de défis qui vont marquer les 20 premières années de cette communauté européenne à partir de l'unification douanière. De Gaulle, d'abord, est obligé de quitter le pouvoir en France sur un référendum qu'il a perdu, et on va avoir un premier élargissement qui s'opère à l'intérieur de l'Union européenne. On va intégrer des pays que la Grande-Bretagne avait organisés dans une autre association concurrente, qui était l'AELE, l'Association européenne de libre-échange, où pour les Britanniques, un marché commun, c'est très bien. Une politique commune, pas du tout. Niet. Pas question de prendre ça. Donc, leur idée, c'est on rentre dans le domaine et un seul pays va refuser, c'est la Norvège au dernier moment, en voyant les contraintes qu'il y a, décide de ne pas adhérer. Mais du coup, 3 membres de plus, Danemark, Irlande et surtout évidemment le gros morceau qui est le Royaume-Uni. Deuxième étape importante et qu'on néglige constamment dans les études, c'est le coup de force de Nixon contre les accords de Bretton Woods. Je vous rappelle qu'en 1945, au moment de mettre en place un système monétaire international et le FMI, on a retenu l'idée que les monnaies seraient calées par une parité sur l'or. Cet or est effectivement la référence ultime d'échange des monnaies. Donc on a des parités qui sont des parités fixes, définies en or. Il peut y avoir des dévaluations, il peut y avoir des réévaluations, mais il y a en termes ultimes une quantité d'or, une quantité d'or qui garantit vos monnaies. Le problème, c'est que les États-Unis ont fini à partir des années 60 par vivre complètement à crédit, en important de l'énergie, en important des matières premières, etc., en finançant des conflits un peu partout sur la planète. Et le résultat, c'est qu'à partir de 68-69, le stock de dollars papier, de dollars, le terme m'échappe, scriptural, qui circule sur la planète, est supérieur au stock d'or des États-Unis à Fort Knox. Si tous les détenteurs de dollars papier venaient demander le remboursement, il n'y a plus assez d'or dans les caisses. Et les États-Unis ont très mal vécu le fait qu'en 1965, De Gaulle arrive avec son stock de papier-monnaie, de dollars, leur disent voilà, je repars avec les lingots. Hein? Le problème, c'est qu'à partir de 69-70, ça commence à sentir très mauvais pour les États-Unis au Vietnam. Et qu'en conséquence, Nixon va en 2 temps, d'abord d'évaluer le dollar de 35 à 42 dollars l'once, donc c'est une façon de faire supporter la dévaluation aux pays partenaires, et surtout, à partir de 73, de dire bon, l'or reste la référence ultime, mais on ne donnera plus d'or en échange de dollars. Vous gardez les dollars chez vous, vous fonctionnez avec ça, mais l'or ne sera plus convertible. On garde d'autres pognons chez nous. Donc quelque chose, si vous voulez, qui fait que les Japonais s'y sont pas trompés. Nous, on n'a pas arrêté de bavarder sur le choc pétrolier, les pays arabes qui nous assassinent, etc. Les Japonais, ils ont dit tout de suite, et dans leur histoire, dans leur manuel, on parle de Nixon Shock. Le choc Nixon de cette mise à mort du système monétaire international, et qui va s'achever avec la bénédiction de Valéry Giscard d'Estaing en 1976 dans les accords de Rambouillet, où finalement les monnaies n'ont plus d'équivalent de référence. Ce sont des marchandises
comme les autres, elles sont soumises à la loi de l'offre et de la demande. Le cours d'une monnaie s'apprécie s'il y a beaucoup de gens qui en demandent, ça tend à faire monter le cours de la monnaie. S'il y a beaucoup de gens qui cherchent à s'en débarrasser, ça tend à faire baisser le cours de la monnaie. Donc ici, un épisode absolument fondateur qui flanque la CE dans une panique totale. C'est que, avec l'effacement des frontières, les échanges entre pays partenaires se sont multipliés. Mais comment apurer le compte des échanges entre les pays membres si on n'a plus un système de référence? Alors on va mettre en place le système monétaire européen avec des marges de fluctuation au jour le jour, etc., pour essayer de régler les comptes. On va mettre en place des montants compensatoires monétaires pour que les pays peu vertueux assurent des compensations à des pays vertueux, etc. Et ça devient, si vous voulez, la pagaille la plus totale. On ne sait plus comment gérer effectivement les finances à l'intérieur de l'ensemble de la communauté. Or, pendant toute cette période, le mark connaît une appréciation continue à partir de 1959 et le franc, la lire et autres sont au contraire en permanence attaqués et dépréciés. Enfin, dernière étape notable, c'est qu'on va envisager d'élargir la communauté européenne à 3 pays qui viennent de regagner la démocratie. La Grèce après la suppression du régime des colonels, l'Espagne après la mort de Franco et finalement le Portugal après la révolution des œillets. Sauf qu'on se rend compte que c'est bien gentil, on a pu ingurgiter le Danemark, l'Irlande, la Grande-Bretagne, parce que c'était des économies à peu près développées qui ne posaient pas de problème. Mais pour des pays comme ça, retardés, on va leur demander une étape intermédiaire, entre 7 ans et 10 ans d'harmonisation avant de leur dire, bon ça y est, vous intégrez l'ensemble du territoire. Donc ici, un délai très long d'adaptation, un temps d'adaptation qui est exigé des nouveaux candidats. Alors, à partir de là, on va arriver à la situation de 1989, la fin du mur et la fin de l'URSS. Le problème, c'est que l'Allemagne va pratiquer un coup de force sur l'ensemble de la CE, de l'Union européenne. À partir de ce moment-là, l'effondrement du mur fait que tout de suite l'aspiration à l'unification est évidente. Mais le problème qui est posé, c'est comment intégrer la RDA, qui, de la même façon que la Grèce, le Portugal, n'a pas une économie en état de rentrer à l'intérieur de l'ensemble européen, en termes de capacité technologique, en termes de productivité, en termes de législation, etc. Et là-dessus, il va y avoir un espèce de coup de poker où je parle d'achat de la RDA. Le gouvernement allemand va décider de changer le mark Est sur la parité de 1 pour 1 avec le mark Ouest. C'est un véritable pactole qui s'ouvre pour les gens de la RDA. Les estimations qui sont faites à l'époque vont entre un indicateur où il aurait fallu en donner 2 marks Est pour un mark Ouest, jusqu'à 4, donc en gros autour de 3. Donc là, c'est quelque chose, un cadeau considérable, qui fait qu'il n'y a absolument aucune hésitation du côté de la RDA. C'est la ruée vers ce qui est le libre marché à travers un pouvoir d'achat qui est acquis dans des conditions absolument phénoménales. Mais vous voyez le problème que ça pose, c'est que cette union monétaire qui est réalisée et qui implique que les lenders de l'Est deviennent des États juridiquement associés à la RFA et souscrivent à la loi fondamentale de 1949, finalement se retrouvent dans une situation où les partenaires européens disent ben oui, mais c'est bien gentil, mais
On a négocié pendant des années pour l'intégration d'autres pays, et là on se retrouve avec une négociation, une intégration à la hussarde qui nous place devant des difficultés considérables. Alors, la question vient de mais qui a payé la réunification? Kurt Brenner vous a dit avec un impôt qui a été un impôt prélevé pour l'équivalent d'1,5 milliard de marques, si j'ai bien entendu, ou à peu près 1,5 milliard de marques, payés par les Allemands de l'Ouest pour l'intégration. Mais le problème, c'est que ce sont aussi les partenaires européens qui ont payé. Parce que qu'est-ce qui se passe avec cette intégration extrêmement rapide? Il y a une spéculation intense qui attaque les autres monnaies au sein du système européen, monétaire européen, au point qu'à un moment donné, on en arrive à une folie. On dit qu'au sein du système monétaire européen, les monnaies pourront fluctuer au jour le jour de l'ordre de 15% en plus ou en moins. C'est-à-dire que quand vous faites une transaction au sein de l'Union européenne, vous pouvez avoir un écart entre ce que vous avez prévu de gagner et ce que vous allez recevoir, qui est un écart de 60% par rapport à ce que vous escomptiez toucher et encaisser. C'est la pagaille la plus totale. Et de toute façon, l'idée est que là-dedans, il faut réussir à sauver les monnaies. Et donc, comment on va faire? On va s'y prendre en augmentant les taux d'intérêt. J'ai repris ce graphique, il est très peu connu. C'est une étude relativement récente qui a été faite et qui montre un peu les fluctuations des marchés de change pour les 12 pays européens. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que s'il y a des fluctuations qui sont relativement modérées à partir des années 80, avec des petites poussées de fièvre, etc., jusqu'en 1991, à partir de ce moment-là, on va avoir de 91 à 93 des fluctuations absolument phénoménales. Toutes les monnaies, compte tenu de ce taux à plus ou moins 15% de fluctuation autour du cours pivot, toutes les monnaies sont attaquées, et évidemment, le franc, la lire, la livre sterling, que font les détenteurs de ces monnaies? Ils essayent de les vendre pour acheter du Deutschmark. Le Deutschmark qui est soutenu par le dollar américain en quantité et en capacité, puisque le marché allemand est un incontournable pour les biens et les services qui sont vendus par les Américains. La conséquence, c'est que quand les détenteurs cherchent à vendre de la livre sterling, du franc, la Banque de France, la Banque d'Angleterre, si elle ne veut pas voir sa monnaie s'effondrer, est obligée de la racheter. Et plus elle en rachète, plus évidemment ça incite les gens à dire bon, on continue à leur apporter des francs, à leur apporter des livres, à leur apporter des lires, et de toute façon, ils ne peuvent pas laisser capoter leur monnaie. Le résultat, c'est que toutes les spéculations qui ont lieu à ce moment-là vont rapporter un pactole phénoménal autour de cette idée de la défense de la monnaie face à la montée en puissance du Deutschmark. La situation se calme. La situation se calme. Oui, pardon. La situation se calme, vous le voyez, à partir de 93. On retrouve dans quelque chose qui va être une situation à peu près stabilisée. À partir de là, on voit quelque chose qui va déboucher à la mise en place de l'euro. Cette idée, c'est qu'on ne peut pas avoir un marché commun et avoir des échanges qui sont liés à un jeu de roulette russe, savoir si je te vends des machines-outils, combien tu vas me payer en bout du piste, etc. Donc l'idée est reprise. Elle durait déjà depuis quelque temps, une quinzaine d'années. Il y avait l'idée de mettre en place une monnaie commune qui serait liée par des parités fixes, etc. Mais c'est finalement l'option de la monnaie unique qui va être adoptée. Donc les négociations sont très longues et on débouche sur cette idée de la formation de l'euro comme monnaie unique qui commence à être utilisée au plan des transactions qui ont lieu en circulation scripturale,
donc à partir de janvier 99, et finalement, dans ce que vous en connaissez vous, à partir de 2002, les billets, les pièces, etc., en euros, que vous avez dans les mains. En conséquence, on a quelque chose qui apparaît avec une simplicité totale, et où pour vous vendre l'euro, on vous a dit, mais vous vous rendez compte, imaginez, vous partez avec 100 francs, vous allez en Allemagne, vous passez en Suisse, vous revenez par le Pays-Bas, à chaque fois vous allez avoir des taux de change que vous allez avoir à payer à un intermédiaire bancaire, vous partez avec 100 francs, vous faites un tour de l'Europe, et quand vous arrivez chez vous, vous n'avez plus rien, vous avez tout payé. Sauf que le problème d'une monnaie unique, en France on a une monnaie unique, en Allemagne il y avait une monnaie unique, etc., ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 préalables qui sont retenus. Premier préalable, c'est il faut une fiscalité commune. Sinon, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se barrer vers le secteur où il y a la fiscalité la plus réduite. Deuxième élément, pas d'harmonisation des conditions sociales. Là encore, concurrence libre et non faussée. Oui, mais si vous avez des gens que vous payez au tiers du salaire, est-ce que c'est de la concurrence faussée ou est-ce que c'est de la concurrence libre et ça ne regarde que, ça ne vous regarde pas? Donc, deuxième gravier dans la chaussure. Le troisième, c'est la possibilité de mobilité à l'intérieur de l'espace. Si en France, vous n'êtes pas content, il y a une fiscalité unique, vous avez des conditions sociales qui sont... Si vous n'êtes pas content du métier que vous faites en Languedoc-Roussillon, vous allez vous faire voir en Normandie ou ailleurs. Vous n'avez pas de problème de mobilité de ce point de vue-là. Mais au sein de l'ensemble européen, avec les langues qui sont parlées, il y a un verrou à la mobilité. Et donc ici, c'est le fait d'utiliser un système de monnaie unique dans un espace qui n'est pas du tout unifié, qui va poser des problèmes considérables à la gestion de l'ensemble de ce domaine. Ceci dit, on peut considérer que l'euro est un succès puisque c'est la deuxième monnaie au monde pour le montant des transactions sur la planète après le dollar américain, mais avant le renminbi, avant le yuan chinois qui est en train de monter en puissance. Et pour parvenir à accepter cette monnaie unique, les Allemands ont imposé une condition qui était contenue dans l'ordolibéralisme, en disant oui d'accord, on veut bien une monnaie unique, mais il faut qu'elle soit gérée par une banque centrale totalement indépendante des pouvoirs politiques. Il ne faut pas, comme aux États-Unis, où il y a une réserve fédérale qui est indépendante théoriquement, mais qui quand même a, outre la lutte contre l'inflation et la gestion de la monnaie, a à gérer les problèmes d'emploi, de chômage, et peut être incité par le gouvernement à adopter telle ou telle hausse des taux, baisse des taux, etc. Ici, pas du tout. Les Allemands vont dire non, non. Il faut que ce soit sur le modèle de la banque centrale fédérale allemande et de façon emblématique, la localisation de la Banque centrale européenne sera en Allemagne c'est Stuttgart, à Francfort, pardon, pas Stuttgart, à Francfort. Voilà donc un peu, si vous voulez, premier coup de force allemand sur l'unification. Deuxième coup de force sur la fonction de la Banque centrale européenne. Et en conséquence de tout ça, on voit que cette position est défendue avec d'autant plus d'acharnement que l'Allemagne dispose d'excédents commerciaux absolument fantastiques. Bon an, mal an, ça tourne autour de 200 milliards de dollars américains qui rentrent en l'espace allemand. Donc ici, quelque chose qui va contre l'idée du ruissellement. En réalité, c'est le modèle gravitaire qui est à exploiter. Plus c'est gros, plus ça attire, plus ça grossit et donc plus ça attire encore. En gros, si vous voulez, le modèle qui a été mis en place dans l'astronomie, ce modèle gravitaire est celui qui fait fonctionner nos économies à l'heure actuelle et pas le modèle du ruissellement, de l'équilibre. Alors c'est vrai que les pays méditerranéens se sont un peu enrichis, mais les écarts se sont tellement creusés
avec le peloton de tête que finalement ces déséquilibres sont ravageurs pour l'ensemble de la cohésion européenne. Dans les exportations allemandes, on a plus de 20% qui sont des véhicules, des machines, de l'appareillage divers. Ça, c'est le point fort de l'Allemagne. Et comme vous l'a dit Kurt Brenner ce matin, c'est lié à quelque chose de tout à fait exceptionnel, qui est un réseau de PME, souvent à base familiale, de haute compétence et de grande mobilité dans le temps, les possibilités de réadaptation. Chose que l'on n'a pas en France, où on a voulu en permanence jouer sur les champions nationaux, les très grandes structures, en négligeant la nécessité de cet impact. Et on retrouverait la même compétence en Italie, où à travers les structures économiques italiennes, comme par hasard, là encore, une structure de type fédéral, on va avoir ce réseau de petites et moyennes entreprises extrêmement performantes. Aux importations, l'essentiel est constitué pour 8% par des produits pétroliers ou énergétiques, donc dans cette balance allemande. Et enfin, dernier point, c'est celui de l'équilibre de la dette. On a vu que dans les clauses du traité de Maastricht, que les Allemands ont exigé pas plus de 3% de déficit budgétaire, pas plus de 300% de dette sur l'ensemble de la durée d'endettement, etc. Les Allemands sont totalement dans les clous de ce point de vue-là. En dehors des petits États, Suède, Lituanie, Estonie, etc., qui sont en vert, qui sont avec une dette inférieure à 60%, donc c'est les pays vertueux. Mais on voit que finalement, l'Allemagne, l'Autriche, Tchécoslovaquie, sont à 63, 64%. 65% pour l'Allemagne, ça varie d'une année sur l'autre. Mais en gros, ils sont dans les clous de Maastricht. Pour la France, on en est très loin, puisqu'on est à l'heure actuelle à 115% du PIB, donc quelque chose qui nous met dans les pays cigales par rapport aux pays fourmis. Et en guise de conclusion, si vous voulez, je voudrais terminer par cette remarque qui peut ouvrir à des discussions. Avoir pour l'Allemagne une position hégémonique. Alors, avec toute une série de litiges, je ne vais pas les énumérer tous, mais vous savez que le nucléaire, on vous en a parlé ce matin, que le problème des moteurs thermiques, ça c'est un nouveau lièvre qui vient d'être soulevé récemment, qui a été adapté par l'Union européenne au bénéfice de la vision allemande du problème, à travers le problème et les conflits de réparation avec la Grèce, etc. Le prix de l'électricité, alors celui-là on est quand même concerné en direct, puisque au nom de la lutte contre les monopoles, on a dit EDF ne doit pas continuer à faire bénéficier aux Français de son électricité à bas prix produite par les centrales nucléaires, parce que c'est de la concurrence faussée. Si les entreprises françaises ont une source d'énergie à bon marché, on risque de voir les entreprises venir s'installer en France. Il faut donc rééquilibrer tout ça. Et quelle est la vacherie qu'on a fait? C'est de dire on va étalonner le prix de l'électricité sur le prix du gaz importé russe, qui est la source principale, en dehors des renouvelables, pour la production électrique en Allemagne. Le résultat, c'est qu'on se retrouve complètement piégé, avec EDF qui se ruine à vendre à des sociétés qui ne produisent pas du tout d'électricité, de leur vendre l'ensemble de sa production au prix coûtant, qui est revendu à 2-3 fois le prix auquel elles ont perçu cette électricité, à l'ensemble des Européens, et avec un prix qui flambe sur l'évolution du cours du gaz. Donc voilà, si vous voulez, un peu les problèmes qui sont posés. Et puis, des cavaliers seuls diplomatiques de la part de l'Allemagne. Il y a par exemple, ça c'est un cas tout à fait emblématique, au moment de la dislocation de la Yougoslavie, l'Union européenne avait décidé d'attendre pour reconnaître en droit les États nés du démantèlement. L'Allemagne n'a pas attendu un accord global de l'UE, elle a engagé la reconnaissance des jurés de la Croatie
immédiatement, et évidemment les partenaires y ont vu, et notamment les Serbes, quelque chose qui est, ah ben oui, c'est le vieux rapprochement entre les Croates fascistes que les nazis avaient élevés au rang de pays indépendants et qui sont en train de faire rejouer contre nous les pauvres Serbes, victimes, etc., et abandonnés lâchement par les Français dans cette opération. Cavalier seul, c'est l'unification de la RDA. Et à l'heure actuelle, par exemple, quelque chose que j'ai vu très récemment, c'est la visite programmée du chancelier allemand en Chine pour aller y défendre une position. Alors on va dire, oui, mais Macron va y aller aussi bientôt, mais avec quelque chose, si vous voulez, qui est aussi ce type d'approche non communautaire. Donc, une fragilité quand même de l'Union européenne, même si, et je terminerai là-dessus, le rapprochement franco-allemand est quand même un grand soulagement. L'échange des jeunesses à travers l'Office franco-allemand de la jeunesse est aussi quelque chose de remarquable. Et les échanges par l'intermédiaire des villes jumelées sont des choses qui, au moins, nous assurent de ce côté-là d'une relative sécurité, en espérant que la situation de l'Ukraine ne viendra pas tout foutre en l'air. Merci de votre écoute.